En 1453, Constantinople, capitale de l'Empire byzantin alors principal pays de culture grecque, tomba aux mains des Ottomans, qui en fit leur propre capitale. Les décennies et siècles qui suivent, connaissant un véritable essor pour ces Turcs, conquérant tous les territoires grecs et s'étendant de l'Algérie à la Crimée. Sauf que pour administrer un si grand territoire comportant nombre d'ethnies et de religions, les différents sultans auront pour idée de mettre en place un système centralisé autour de leur personne, avec pour base l'islam et laissant une assez grande liberté aux dhimmis et les populations non musulmanes. Ces dernières devant tout de même payer un impôt, le djiza, et subir quelques restrictions ou obligations. On peut par exemple citer l'enrôlement forcé d'enfants chrétiens dans l'armée pour être convertis et éduqués comme des Turcs et en faire des janissaires, ou la limitation de la taille des lieux de culte par rapport à ceux des musulmans. Pour mieux contrôler les minorités, seront aussi créés des millets, des communautés religieuses légalement protégées, chaque religion possédant son millet, celle de l'orthodoxie avec le patriarche de Constantinople à sa tête, attirant la méfiance de certains orthodoxes, qui se méfient des relations entre l'église et le sultan, la religion étant alors la base de la société, autant pour les Turcs que pour les Grecs, dont elle constitue le noyau de leur identité, se qualifiant avant tout par cette dernière que par son ethnie. Certains Grecs, des phanariotes, issus d'un quartier de Constantinople, parviendront néanmoins à grimper les échelons jusqu'à devenir des hauts fonctionnaires du régime, disposant d'un pouvoir considérable dans l'Empire et souhaitant eux-mêmes une réforme de la Sublime Porte, au profit d'une plus grande autonomie. Mais cela va progressivement changer avec le développement du nationalisme et l'influence de la Révolution française, des Lumières et du romantisme, couplé au déclin de la puissance ottomane, qui bien que se voyant attribuer une place parmi les grandes puissances, doit faire face aux pressions de la Russie, les guerres avec le tsar étant alors très fréquentes. De plus, les Ottomans, avec le sultan Mahmoud II à leur tête, vont tenter une longue politique de modernisation de l'Empire, comme en réformant la législation ou en centralisant le pays, ayant assez peu de résultats concrets, si ce n'est l'augmentation de l'influence des mouvements nationalistes en réaction à la tentative de centralisation. Commence alors à naître une sorte d'idée nationale grecque, notamment via l'église orthodoxe, et de nombreux auteurs faisant référence à leurs grands ancêtres les Hellènes, à la Grèce antique et à la démocratie athénienne, cherchant à réveiller le sentiment national face à un ennemi commun, les Turcs. On peut par exemple citer les travaux de Rigas, rédigeant un projet de constitution très largement inspiré de celle française de 1793 et reprenant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, réécrit de telle sorte à mieux coller au contexte de l'époque. D'autres vont même décider de prendre parti pour les Grecs, notamment les kleptes, des bandits dominants dans les montagnes, s'attaquant autant aux chrétiens qu'aux musulmans. Le gouvernement ottoman a donc eu pour idée d'engager certains de ces kleptes pour en faire des amartols et lutter contre ces bandits. Sauf que quand le gouvernement a fini par arrêter de les payer, ils sont vite, à leur tour, redevenus des kleptes. Ces derniers finissant peu à peu à développer, avec leurs différences à l'égard des Turcs, un sentiment national grec. Cependant, il faut dire qu'après 1815 et le congrès de Vienne avec la mise en place de la Sainte Alliance, l'espoir de voir naître un jour un État grec indépendant fut bien réduit. Cette alliance des grandes puissances ayant pour objectif de maintenir l'équilibre européen en empêchant les mouvements libéraux, révolutionnaires et nationalistes. La Grèce possède néanmoins un fort potentiel allié, le tsar de toutes les Russies, Alexandre Ier, et défenseur de la foi orthodoxe. Cet empire ayant déjà agi en faveur de la Grèce dans le passé, comme après la 6ème guerre russo-turque de 1768 à 1774, laissant après la signature de certains traités le droit aux Grecs de naviguer et commercer en mer Noire et en Méditerranée sous pavillon russe, beaucoup de familles s'y enrichissant, et des îles autrefois pauvres se développant rapidement, en même temps que l'émergence d'une classe bourgeoise. Certains de ces commerçants et nationalistes décidant de créer la Philiki Eteria, une société secrète sur un modèle assez proche de la franc-maçonnerie, avec pour objectif l'indépendance de la Grèce, et dont l'inspiration puise sans surprise grandement dans la Révolution française et les Lumières, ses membres faisant partie en majorité de l'élite intellectuelle et bourgeoise, et étant en général assez jeunes. C'est dans ce contexte donc plutôt favorable à l'apparition d'un mouvement national qu'Ali Pacha, un Albanais et gouverneur de l'Épire, une région montagneuse à cheval entre la Grèce et l'Albanie, va manifester son soutien pour la cause indépendantiste en 1820, se croyant assez puissant pour défier le pouvoir ottoman, après l'échec d'une tentative d'assassinat. Proche de la Philiki Eteria, il parviendra à lever une petite armée, mais bien qu'en supériorité théorique face aux Ottomans, ses généraux n'opposèrent aucune résistance aux troupes adverses. Ali Pacha décidant de se replier dans les forteresses défendant Ioannina. Peu de temps après, deux principautés danubiennes, la Valachie et la Moldavie,
décideront de se soulever contre leurs élites et le sultan, coordonné par la Filiki Eteria, la société secrète qui a valeur pour champ d'action une bonne partie des Balkans, la Grèce se soulevant le 25 mars 1821, même si on attribue plus généralement le début du conflit vers le 22 février, en raison des principautés. Rapidement, des premiers combats ont lieu, bien qu'on se révolte à différents endroits, une région se démarquant particulièrement, le Péloponnèse, ayant déjà une assez forte tradition de résistance, disposant de nombreuses montagnes et donc de kleptes. En revanche, les principautés sont sur le bord de l'effondrement, du fait de mauvaises décisions prises et subissant une lourde défaite le 19 juin 1821 lors de la bataille de Dragaçani. La cavalerie du bataillon sacré récemment formé étant taillée en pièces par les Ottomans, mettant rapidement fin à la révolution des principautés danubiennes. Mais en Grèce, on ne tarde pas à proclamer officiellement l'indépendance du pays le 1er janvier 1822, avec l'adoption du drapeau blanc et bleu, bien que de nombreux autres drapeaux aient été utilisés, et la mise en place d'un gouvernement. Les premières dissensions commençant à se faire ressentir entre le parti dit des notables et celui des capitaines, ce dernier surtout présent dans le Péloponnèse. On assiste alors déjà à une sorte de guerre civile en pleine révolution. Cependant, malgré ces divisions internes, le nouvel État récemment formé parvient peu à peu à reconquérir ses territoires, suivi courant 2022 par le célèbre massacre de Chios. Une île grecque prospère s'étant révoltée, les Ottomans décidant de la reprendre par la force, en pillant, massacrant et réduisant en esclavage la population civile. C'est alors près de 25 000 morts et 45 000 prisonniers, dont une bonne partie qui sera réduite en esclavage, que les Ottomans font. Les Grecs répliquant en incendiant le navire amiral de leur adversaire, faisant 2000 morts. En réaction à cette attaque sur le principal navire de l'Empire, les Ottomans surenchériront en massacrant une petite partie de l'île qui avait été épargnée, brûlant les villages et réduisant la population en esclavage. En Occident, on ne tarde pas à réagir. D'une part, dû au philhellénisme, le fait d'aimer et de se mobiliser pour la Grèce, très en vogue à l'époque, notamment parmi les citoyens français et britanniques, avec comme célèbre exemple Lord Byron, un poète anglais prenant parti pour la Révolution et allant jusqu'en Grèce pour tenter de s'y faire engager, ou le célèbre peintre français Eugène Delacroix, prenant ouvertement parti en faveur de la Grèce, via les arts, avec la peinture du massacre de Chios. On peut aussi citer d'autres formes de prise de position, souvent plus oubliées, comme les aides financières aux insurgés, la Grèce manquant désespérément d'argent, la création de comités philhellènes dans les grandes villes européennes, à Stuttgart, à Paris, à Londres ou à Bruxelles, le plus important de tous étant celui de Paris, ou encore l'engagement des volontaires, la plupart du temps des étudiants ou des militaires sans affectation à tendance libérale, bien que ces derniers n'eurent que peu d'importance sur le déroulement du conflit. Mais même si l'Europe de l'Ouest est en général plutôt favorable à la Grèce, du moins parmi la population, dans d'autres pays on est beaucoup plus méfiant, notamment en Autriche, où la politique étrangère, dirigée par Metternich, habile diplomate ayant eu une influence considérable sur son époque, rappelant que la Sainte Alliance, née en bonne partie de son influence, et dont font partie les grandes puissances européennes, a pour but de préserver un équilibre en Europe en empêchant les mouvements nationalistes, révolutionnaires et libéraux. Une Grèce indépendante pouvant affaiblir un empire ottoman déjà dans le déclin et donner des idées aux autres peuples le composant. La Russie était alors probablement celle qui intervenait le plus, levant d'importants fonds en aide à la Grèce, ayant toujours entretenu des liens assez forts, notamment pour des raisons religieuses, et des intérêts d'affaiblir la Sublime Porte, tout en essayant de ne pas trop prendre position. Le conflit continue donc son cours, et Lord Byron, le poète anglais qui s'était engagé auprès des insurgés, meurt de maladie en 1824, cet événement ayant un certain retentissement en Europe, suivi peu de temps après par la reconquête ottomane d'importants territoires grecs en 1825, grandement aidé par l'Égypte de Mehmet Ali, disposant d'une armée et d'une flotte très modernes pour l'époque, et dont le sultan a fait appel, tout cela évidemment en échange de quelques contreparties. La Grèce, alors en pleine guerre civile, n'arrivant pas à faire face aux forces turco-égyptiennes, Athènes étant même reprise, mais les Grecs refusant obstinément de se rendre, malgré les massacres et exactions commises, cela indignant d'autant plus l'opinion publique européenne et les gouvernements avec. Dans cet élan de victoire, sera aussi prise une décision importante, la dissolution de l'ordre des janissaires, dans cette optique de modernisation de l'armée, cela provoquant certaines révoltes, matées par le gouvernement de Mahmoud II. Le principal espoir des Grecs réside alors dans une intervention étrangère, les négociations traînant entre les gouvernements sur la question de savoir s'il faut considérer la Grèce comme un mouvement nationaliste et révolutionnaire ou comme un véritable État indépendant. Le contexte politique de l'époque poussant finalement le président de la Chambre des communes, George Keining, et le tsar de toutes les Russies,
Nicolas Ier, influencé lui-même par les Britanniques, à prendre parti pour la Révolution, aboutissant au protocole de Saint-Pétersbourg, prévoyant que l'Empire ottoman conserve la Grèce dans son empire en tant que région très autonome, avec son propre gouvernement, les Turcs et Égyptiens ne manifestant aucune envie d'arrêter les combats. La France, qui était alors le soutien de l'Égypte, l'ayant aidé dans sa modernisation, va changer de camp. Le roi Charles X, estimant que la guerre pourrait servir à l'influence de son pays, et va donc rejoindre les Anglais et les Russes dans la recherche d'une solution, aboutissant au traité de Londres de 1827, prévoyant des négociations, mais refusé encore une fois par le sultan, se basant sur sa présupposée supériorité navale. Les Français, Russes et Britanniques décidant d'envoyer leur flotte pour soutenir la Grèce, remportant une victoire décisive dans la baie de Navarin en 1827, détruisant la flotte turco-égyptienne. L'issue de la bataille étant acclamée par les philhellènes de l'époque et permettant la mise en place d'un blocus. En juin 1828, la Russie entrera même directement en guerre contre l'Empire ottoman, suivie par une réorganisation de l'armée grecque, récupérant peu à peu ses territoires perdus, et l'envoi d'un corps expéditionnaire français de 15 000 hommes, sous le commandement du maréchal Nicolas-Joseph Maison, débarquant à partir de fin août. Bien plus qu'une simple expédition, elle s'inscrit dans le regain d'intérêt de la Grèce antique pour l'époque, reprenant le modèle de la campagne d'Égypte qu'avait mené Napoléon Ier, avec une vraie dimension scientifique. Ces recherches qui seront fondatrices pour la naissance d'un État grec, fournissant d'importantes données, que ce soit en architecture, en botanique, en cartographie ou encore en archéologie. La dernière grande bataille de la guerre sera celle de Pétra, en 1829, dans laquelle les Grecs combattront pour la première fois de manière européenne, avec une vraie armée régulière, plutôt qu'avec une tactique de guérilla, remportée sans réelle surprise par les Grecs. La paix sera donc signée la même année, suivie de plusieurs traités quelque temps plus tard, posant les bases d'un État grec totalement indépendant, bien qu'avec un territoire assez réduit, la majorité des Grecs vivant toujours dans l'Empire. Les Occidentaux ayant préféré ne pas trop prendre de risques, le Royaume-Uni notamment, craignant une trop grande influence de la Russie. Cette dernière signera par ailleurs la paix avec l'Empire ottoman 2 jours après la fin de la guerre, le 14 septembre 1829, avec le traité d'Andrinople. Véritable victoire pour la Russie, la Sublime Porte devant reconnaître la Grèce comme un État indépendant. Malgré la défaite militaire, la Grèce sera tout de même parvenue, via la diplomatie, à acquérir son indépendance, les exactions turco-égyptiennes ayant finalement poussé les gouvernements européens à intervenir, même dans une Europe où l'on craint les mouvements nationalistes avec la Sainte Alliance. Seule l'Autriche de Metternich, à la base de cette alliance, appliquant une politique très ferme à l'égard de la Grèce, le bilan humain du conflit étant finalement très lourd, avec plus de 150 000 victimes pour près de 8 ans de combat. L'homme chargé de diriger ce nouveau gouvernement est Ioannis Kapoditrias, ancien ministre russe d'origine grecque, sa principale action politique étant la modernisation du pays, alors dans un état lamentable. Comme avec la grande réorganisation de l'armée, la création de réseaux diplomatiques, lui-même n'étant pas un inconnu du milieu, l'adoption d'un code civil, la mise en place d'un organe consultatif et d'un sénat, la mise en place d'un système de quarantaine moderne, la maladie ayant fait des ravages lors du conflit, l'égalité juridique avec les juifs, ou encore la création d'hôpitaux, d'écoles et d'orphelinats. Mais il sera assassiné par un de ses opposants politiques avant d'avoir pu mettre à bout ses projets de réforme, étant assez peu populaire parmi une partie de la population. Le nouvel État restant aussi jusqu'en 1832 sous occupation française, les forces expéditionnaires devant faire face à de très lourdes pertes dans leur rang, surtout dues à la maladie. Pour autant, les découvertes scientifiques sont riches sur tous les domaines. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les Français recombattront les Ottomans peu de temps après la fin de la guerre, en 1830, avec la conquête de l'Algérie. La paix sera aussi complétée par la conférence de Londres de 1832 et le traité de Constantinople, après la mort de Kapoditrias, faisant de la Grèce une monarchie, avec pour roi Othon Ier, le prince de Bavière. Pour la petite anecdote, c'est d'ailleurs Léopold Ier, l'homme qui deviendra roi des Belges, qui devait hériter du trône, mais il sera découragé par les frontières et par le portrait peint du pays, loin de l'idéal de la Grèce antique. Néanmoins, la Grèce restera toujours sous influence étrangère, qu'elle soit française, britannique ou russe. De plus, le pays reste ravagé par la guerre, qui aura duré un peu moins d'une décennie, nécessitant encore d'importantes réformes agraires et devant gérer les afflux de réfugiés. La Grèce cherchera aussi dans les décennies à suivre à unir les autres territoires de son ethnie, les populations grecques étant alors près de 3 fois plus nombreuses dans l'Empire que dans le pays qui leur était dédié. C'est l'idée mégalie, ou la grande idée en français, apparentable à une forme d'irrédentisme, et qu'on retrouvera notamment dans les guerres balkaniques au début du XXe siècle et dans le traité de Sèvres après la fin de la Première Guerre mondiale.
Les conséquences de la guerre sont donc un peu ambiguës au court terme, mais elles encouragent au plus long terme le soulèvement d'autres peuples, se marquant dans un courant de révolution pour l'époque, avec l'Espagne en 1820, la Grèce et la Sardaigne en 1821, la France, la Serbie, la Belgique, la Pologne en 1830, etc., manifestant le mécontentement populaire de l'époque. Mais cette guerre aura aussi véritablement marqué son siècle dans une perspective historique à plus long terme, les contemporains ne se doutant pas de l'importance qu'occuperaient les mouvements nationalistes et le déclin de la Sublime Porte dans le XIXe siècle. Légitimant le concept d'État-nation basé sur l'ethnie, les nationalistes grecs, à l'instar de nombreux autres mouvements nationaux, ayant réussi à s'attirer le soutien de différents gouvernements, même conservateurs, via le philhellénisme. De plus, l'affaiblissement de l'Empire, bien qu'essayant tant bien que mal de se moderniser, accentuera la lutte d'influence entre le Royaume-Uni et la Russie, avec ce qu'on appelle la question d'Orient, sur la politique à adopter face à ce pays en déclin. Les Occidentaux se retrouvant finalement entraînés quelques décennies plus tard dans un nouveau conflit de grande envergure dans la région, avec la guerre de Crimée. C'est donc la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour aider à me référencer, ainsi qu'à vous abonner pour ne pas louper la suite de mes prochaines vidéos.